Mon objectif avec ce disque, c'était de montrer qu'en fait, ils ont beaucoup plus de points communs qu'on pourrait le penser de prime abord. Ils ont tous les deux une très grande originalité. Ils se renouvellent un peu à chaque pièce qu'ils composent. Scarlatti, dans toutes ses sonates, c'est un univers différent à chaque fois. Et c'est pareil pour Ligeti. C'est aussi des compositeurs qui vont aller rechercher de nouvelles sonorités au clavecin. Ce n'est pas forcément le clavecin qu'on est habitué à entendre. Alors, ce n'est pas les mêmes recherches parce que Scarlatti est du XVIIIe siècle et Ligeti du XXe, bien sûr. Donc, c'est deux directions un peu différentes dans la sonorité. Et puis, bien sûr, une virtuosité assez impressionnante pour ces deux compositeurs. Pour toutes ces raisons, j'ai trouvé intéressant d'associer Scarlatti et Ligeti. Le choix n'a pas été facile, en tout cas n'a pas été court, parce qu'évidemment, de déchiffrer plus de 500 sonates, ça ne prend pas qu'une demi-journée. Et parmi toutes ces sonates, j'ai essayé de trouver des sonates très variées, qui présentaient des univers assez différents, et puis celles qui allaient le plus loin dans ces recherches instrumentales, de sonorité, d'écriture, de virtuosité, voilà, qui avaient un vrai goût, un vrai parfum de Scarlatti, puisqu'il y en a, il y a des sonates, immédiatement on sait que c'est Scarlatti, et c'est vraiment celle-là que j'ai privilégiée. Et comme par hasard, c'est aussi celle qui faisait le plus écho aux pièces de Ligeti. Il y a la Passacaille hongroise qu'il a écrit en 1978, où il reprend à son compte un peu le principe de variation sur une basse obstinée, qui est évidemment un principe très utilisé à l'époque baroque. Et d'ailleurs, le titre Passacaille y fait évidemment référence. Il y fait référence, mais en incluant ses recherches à lui, et notamment sur le temps. Parce qu'en fait, cette basse obstinée qui court tout au long de la pièce, dessus, Ligeti va superposer des rythmes qui vont être de plus en plus brefs, de plus en plus rapides. Et du coup, l'impression qu'on a, c'est que la pièce va de plus en plus vite, alors qu'elle reste parfaitement statique. Donc voilà, c'est une pièce très intéressante. Ensuite, il y a le rock hongrois, qui là est aussi traversé par un rythme, cette fois-ci frénétique, sur toute la pièce. Et à la fin du disque, il y a la pièce Continuum, qui est un peu la pièce pour clavecin emblématique de Ligeti, qu'il a écrit en 1968. Au départ de Continuum, c'est un paradoxe que Ligeti a voulu mettre en musique, l'idée de créer une continuité avec des sons discontinus. Et c'est la vitesse de répétition, disons, de ces sons discontinus qui va créer une illusion de continuité, exactement comme au cinéma où des images rapides créent l'illusion d'un flux continu. Le titre fait évidemment référence à cette pièce phare de Ligeti. Et aussi, ce mot, pour moi, montrait le lien que je trouve particulièrement intéressant entre Scarlatti et Ligeti et cette continuité qu'il y a entre ces deux univers. C'est pas évident de trouver un clavecin qui correspond à la fois à Scarlatti et à Ligeti. Ligeti connaissait surtout les clavecins dits modernes, qui sont les clavecins Pleyel, avec beaucoup, disons, d'incorporation de la facture du piano, des cadres en métal, des pédales pour changer les jeux très rapidement. Et c'est d'ailleurs cette possibilité de changement très rapide des registrations qui a intéressé énormément de compositeurs à cette période-là, mais pas vraiment Ligeti. Et c'est précisément ce qui me fait dire que c'est le son vraiment du clavecin qui l'intéressait. Et c'est pour ça que j'ai choisi une copie d'un instrument historique qui a été faite par Anthony Saidet dans les années 80, qui est un clavecin que j'affectionne particulièrement et que j'ai d'ailleurs aussi enregistré sur mon premier album consacré au Forqueray.